Bonjour à tous, je m'appelle Claire-Marie Legendre, je suis coordonnatrice à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. On est ici réunis aujourd'hui pour le deuxième midi-conférence d'une programmation de transfert de connaissances qu'on a créée conjointement avec le Centre RBC Expertise universitaire en santé mentale. On est très heureux de cette collaboration. Je vois que vous avez tous coupé vos micros, coupé vos caméras. On commence tous à être pas mal habitués avec les virtuels, fait que merci beaucoup. Je vous invite à les garder vraiment fermés jusqu'à la fin. On va être pas mal nombreux aujourd'hui, donc on va utiliser le chat pour les différentes questions. On a une période de questions qui est prévue à la toute fin de la présentation, mais s'il y a des questions qui surviennent en milieu de présentation, notre conférencière d'aujourd'hui est ouverte à y répondre au fur et à mesure aussi. Sachez que la présentation est enregistrée, mais pas la période de questions, et vous allez pouvoir retrouver la présentation d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'Institut, entre autres, mais aussi, je pense, sur le site du Centre RBC. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube de l'Institut dans le chat dans une minute. Juste pour vous dire que le PDF de la présentation d'aujourd'hui va être envoyé à toutes les personnes qui s'étaient inscrites par courriel. Si jamais il y a des gens qui sont ici aujourd'hui et que c'est quelqu'un qui vous a transféré le lien, mais que vous n'étiez pas vous-même inscrit sur notre plateforme, je vous invite à mettre votre adresse courriel dans le chat pour que vous puissiez faire partie des gens qui vont recevoir la présentation PDF si jamais ça vous intéresse. Donc, sans plus tarder, je vais aussi vous dire qu'on aura un petit formulaire de satisfaction. Je vais vous mettre le lien dès que la présentation d'aujourd'hui sera terminée. Je vais mettre le lien dans le chat. Ce serait vraiment apprécié. C'est un formulaire qui est vraiment court. Ce serait vraiment apprécié si vous pouviez prendre 2 minutes pour le remplir parce qu'on est en travail d'amélioration continue. On va essayer de continuer à vous proposer des conférences qui répondent à vos besoins. Donc aujourd'hui, on est avec Danica Thériault. Danica est psychoéducatrice, elle est coordonnatrice de projet et coordonnatrice scientifique au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et elle va nous parler aujourd'hui de l'attachement chez les adolescents. Donc à partir de là, je coupe mon micro et ma caméra et je te laisse le tout. Danica, c'est à toi. Merci, Claire-Marie. Donc oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre quand même. Donc, Claire-Marie m'a bien présentée. Là, je travaille effectivement comme coordonnatrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Pour la présentation d'aujourd'hui, je viens plus avec mon chapeau de détentrice de doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai terminé cet automne là, mon doctorat en psychoéducation, dans lequel je me suis intéressée aux facteurs associés à la qualité des relations d'attachement aux parents, mais aussi aux amis à l'adolescence et à l'association de ces relations-là là, avec les comportements sexuels à risque précoce chez les adolescents. Donc, c'est un peu de ça que je viens vous parler là, ce midi. Vous m'excuserez d'avance si vous entendez des bruits. Là, il y a des travaux à la maison. Je me suis installée dans la chambre de ma fille, ce qui explique mon décor. Mais je pense que ça va être mieux comme ça. On va moins entendre les bruits des travaux. Donc, les objectifs de la présentation de ce midi, en fait, c'est d'abord de saisir la pertinence de s'intéresser aux relations d'attachement des adolescents. On a beaucoup entendu parler des relations d'attachement des tout-petits. En quoi c'est important aussi de s'intéresser à la qualité de ces relations-là chez nos enfants plus vieux. Ça vise aussi à développer une vision commune de qu'est-ce que c'est l'attachement à l'adolescence, puis en quoi est-ce que c'est différent des relations d'attachement qui sont vécues par les enfants. Puis, on va aborder assez rapidement qu'est-ce qui caractérise un adolescent qui a un attachement sécure versus insécure. Ensuite, connaître les principaux facteurs associés à la qualité des relations d'attachement aux parents et aux pères à l'adolescence. Donc, je vais vous partager les résultats, en fait, de mes travaux de thèse à ce moment-là. Ensuite, si on a le temps, peut-être que c'est une partie qu'on passera, mais connaître quelques méthodes d'évaluation de la qualité de l'attachement. Donc, il n'y a pas nécessairement de consensus actuellement sur quelle est la meilleure façon d'évaluer l'attachement chez les adolescents. Je pourrais peut-être vous parler un petit peu de ça. Et finalement, rapidement discuter de stratégies pour prévenir les difficultés d'attachement à l'adolescence et ou pour améliorer la qualité de ces relations-là à l'adolescence. Ça va être une section qui est assez courte, vraiment une introduction, à la limite un peu des pistes de réflexion sur qu'est-ce qui peut être travaillé avec ces adolescents-là, ces parents-là.
Donc, sans plus tarder, en fait, l'attachement, historiquement, c'est vraiment passé d'un concept qui était autrefois réservé pour parler de la relation mère-nourrisson à une relation qui est utilisée pour décrire une relation ou différents types de relations qui sont présentes vraiment tout au long de la vie et qui peuvent éventuellement s'étendre à d'autres personnes qu'à maman, papa. Donc, on sait qu'à l'adolescence, les adolescents vont transférer certaines de ces fonctions-là dans leur relation avec les pères. Et éventuellement, à l'âge adulte, bien, le partenaire amoureux joue vraiment le rôle de figure d'attachement, souvent principal dans la vie des gens. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait sur la relation nourrisson avec ses parents, vraiment les premières relations d'attachement. Et au fil du temps, au cours des dernières décennies, bien, on s'est de plus en plus intéressé à, OK, mais qu'est-ce qui vient après? Puis en quoi est-ce que les relations d'attachement des adolescents sont aussi importantes? Donc, je vous lance une première question. Pourquoi on devrait s'intéresser aux relations d'attachement des adolescents? Donc, à votre avis, quel est le pourcentage d'adolescents qui ont un attachement sécurisant versus ceux qui ont un attachement insécurisant? Donc, si je vous demandais, il y a à peu près combien de pourcentage d'adolescents qui ont des relations d'attachement sécurisantes avec leurs parents versus insécurisantes? Donc, je vous invite à partager dans le chat. Donc, 50, 60, 75% d'adolescents qui auraient des relations d'attachement sécurisantes. C'est assez varié ce qu'on a dans le chat. Il y a beaucoup de 50-50, 75, 80-20, 90% sécurisantes, j'imagine. Donc, en fait, si j'ai à vous partager quelques chiffres rapidement, il y a une méta-analyse d'envergure qui avait été réalisée en 2009, donc c'est quand même une méta-analyse qui commence à dater, là, mais qui avait montré qu'il y a 52% des adolescents qui ont un attachement qu'on qualifie de sécurisant, 35% des adolescents qui ont un attachement distant évitant et 13% des adolescents qui ont un attachement qu'on qualifie de préoccupé. C'est donc dire qu'il y a près de la moitié, il y en avait plusieurs là, qui étaient directement dessus, donc près de la moitié des adolescents qui entretiennent des relations d'attachement qu'on va qualifier d'insécurisantes. Et cette méta-analyse-là avait vraiment été faite auprès d'un échantillon non clinique, c'est-à-dire des adolescents de la population générale qui ne reçoivent pas nécessairement de services là, pour des difficultés d'adaptation quelconques. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup, si on compare là, avec les données qui sont disponibles à l'enfance et à l'âge adulte, en comparaison, il y a à peu près 60% des adultes là, qui ont un attachement sécurisant. Donc, parmi les chiffres qu'on observe ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une surreprésentation à l'adolescence des adolescents qui ont un attachement qu'on va qualifier de distant, évitant. Et cette surreprésentation-là a été corroborée là, dans des études plus récentes là, au sujet du fait que vraiment, il y a davantage d'adolescents qui rapportent un attachement distant évitant. Il y a différentes hypothèses qui sont avancées pour expliquer cette surreprésentation-là durant cette période développementale précise-là, c'est-à-dire que l'adolescence est quand même marquée par une perturbation un peu des relations avec les adultes qui peut expliquer que l'adolescent il va vivre certains conflits à l'intérieur de cette relation-là et il va commencer à devenir effectivement plus distant, va commencer à désidéaliser un peu ses figures parentales. Puis, ce qu'on sait, c'est qu'après cette période-là, souvent, il va y avoir un retour au calme là, dans la relation parent-enfant. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais reste que c'est une période qui est un peu trouble parfois au niveau de la qualité de cette relation-là. Pas pour l'ensemble des adolescents, mais pour une certaine proportion d'entre eux, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait qu'ils vont avoir tendance à rapporter un attachement qui est plus distant, plus évitant. Donc, qui va avoir tendance là, à diminuer l'importance de ces relations-là d'attachement dans leur vie et de mettre à distance un peu les parents dans leur quotidien. Donc, pourtant, un attachement sécurisant, ça agit vraiment comme un facteur de protection qui est important. Donc, on sait qu'un attachement sécurisant est associé à plusieurs bénéfices socio-émotionnels. Donc, on pense par exemple à une meilleure régulation des émotions, des meilleures compétences sociales, une meilleure estime de soi, un plus haut niveau de satisfaction aussi par rapport à sa vie. À l'inverse, l'insécurité d'attachement agit aussi comme facteur de risque important. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de recherches qui s'est fait sur l'impact de relations insécurisantes à la petite enfance, mais ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que la qualité des relations d'attachement de l'adolescent ont aussi un impact important sur leurs difficultés d'adaptation.
Donc, on parle d'un lien là, entre l'attachement insécurisant et des difficultés au plan social, au plan comportemental, psychologique, affectif. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Là, on sait qu'un attachement insécurisant est associé effectivement à plusieurs difficultés d'adaptation. Donc, par exemple, des problèmes de comportement extériorisés, comme de l'agressivité, de l'opposition, des comportements délinquants, de la consommation, des problèmes de comportement intériorisés aussi, des sentiments dépressifs, des symptômes anxieux, des idéations suicidaires, plus de risques de commettre aussi un suicide. Des difficultés émotionnelles, donc on parle par exemple des peurs, des plaintes somatiques, le fait de se faire du souci, des difficultés interpersonnelles, faible sentiment de compétence. Donc, il y a vraiment plusieurs difficultés de l'adolescent qui sont associées à un attachement qu'on va qualifier d'insécurisant. Donc, ces différentes statistiques-là, ces informations-là nous montrent qu'il est important d'avoir des relations d'attachement qui sont sécurisantes et c'est important aussi de s'intéresser à cette qualité de relation-là, aussi à cette période développementale-là qui est l'adolescence. Donc, est-ce qu'un attachement distant évitant est un attachement insécurisant? Oui, effectivement, peut-être que c'est une information que je n'ai pas dite, là, mais les enfants sécures, il y a comme un type d'attachement sécurisant, puis l'attachement préoccupé et distant évitant, ça fait partie de la catégorie d'attachement insécurisant. Donc, la définition maintenant de l'attachement, c'est ni plus ni moins en fait que le lien affectif durable qui va unir l'individu et les personnes significatives de son environnement. Cette définition-là, elle est bonne tout au long de la vie, donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Le lien d'attachement, en fait, c'est cette définition-là qui s'applique. La relation d'attachement, elle sert deux grandes fonctions principales. Donc, on a un côté la fonction de protection et la fonction de développement, donc la fonction développementale. Il y a deux grands systèmes qui sont associés à chacune de ces fonctions-là. Donc, l'attachement fonctionne par le système d'attachement et le système d'exploration. Donc, l'enfant, quand il ne se sent pas en sécurité, qu'il a besoin d'être protégé, qu'il a besoin d'être rassuré, il va activer son système d'attachement qui va l'amener à demeurer près de son parent, qui va l'amener à créer un contact avec sa figure d'attachement pour être rassuré. Quand il est en train d'agir de cette façon-là, il est en train d'activer son système d'attachement parce qu'il ne se sent pas en sécurité nécessairement et il a besoin d'être rassuré, il a besoin de réconfort. Quand en fait, ces comportements d'attachement ont répondu à ce besoin-là d'être sécurisé, d'être rassuré, d'être réconforté, il va pouvoir désactiver son système d'attachement pour activer son système d'exploration et donc partir à l'aventure, partir explorer son environnement pour arriver à se développer. Quand dans cette exploration-là, il va vivre quelque chose de stressant, il va vivre quelque chose qui l'amène en déséquilibre, qui l'amène à ne plus se sentir en sécurité. Il va devoir désactiver ce système d'exploration-là, donc cesser ses comportements d'exploration et réactiver son système d'attachement pour aller retrouver le réconfort dont il a besoin pour poursuivre cette exploration-là. Donc, ce sont deux systèmes qui sont complémentaires, mais qui ne peuvent pas être activés simultanément. Donc, il faut en désactiver un pour activer l'autre. Puis, on verra comment ces deux systèmes-là, en fait, sont actifs là, durant la période de l'adolescence. Donc, l'attachement va s'observer à travers différentes caractéristiques. Donc, on peut penser, par exemple, à la recherche de proximité qui va impliquer des comportements d'approche, le fait de vouloir être près de ces personnes-là ou du moins en contact quand ce n'est pas nécessairement de la proximité physique. La détresse ressentie lors des épisodes de séparation. Évidemment que la séparation ne va pas être perçue de la même manière à 2 ans qu'à 16 ans, mais reste que quand on vit un épisode de séparation, qu'on n'a pas la chance de retourner vers notre figure d'attachement, il y a une certaine détresse qui accompagne là, cette séparation-là. Ensuite, le sentiment de sécurité en présence de cette personne-là, donc c'est le sentiment qui fait en sorte que l'enfant, l'adolescent ou l'adulte va se retourner vers cette figure d'attachement-là en situation de détresse ou de danger pour obtenir le soutien, le réconfort ou être assuré. Et finalement, la fonction de base sécurisante, c'est-à-dire que l'adolescent ou l'enfant, c'est la même chose, puis l'adulte, c'est la même chose, là, mais va se servir de cette figure-là comme base pour explorer son environnement en sachant qu'il peut à tout moment y retourner en cas de besoin. Ces 4 caractéristiques-là sont observables de manière différente, évidemment, mais de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, mais aussi à travers tous les types de relations d'attachement. Donc, on sait qu'à l'adolescence, l'adolescent va transférer graduellement certaines de ses fonctions d'attachement dans ses relations avec ses amis.
Bien, dans les relations avec ses pairs, des relations d'attachement, donc ce n'est pas toutes les relations d'amitié qui sont des relations d'attachement, mais dans les relations plus privilégiées d'attachement, bien, ces caractéristiques-là vont aussi être observées. Donc, la sécurité d'attachement à l'adolescence va se traduire, comme à la petite enfance, par un équilibre entre les comportements d'attachement et les comportements d'exploration. La période de l'adolescence, c'est vraiment une période très charnière au plan du développement. Donc, on sait les adolescents vont connaître des transformations physiques, cognitives, affectives qui sont hyper importantes. Donc, ils vont gagner en maturité sur plusieurs points dans différentes sphères de leur vie, qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir de plus en plus en sécurité, qu'ils vont avoir intériorisé dans une certaine mesure ce sentiment de sécurité-là, qui va les amener à pouvoir être davantage dans l'exploration. Donc, ça va se traduire par un certain détachement du noyau familial, ce qui est tout à fait sain et qui est parfois un peu difficile à accepter pour les parents avec lesquels on travaille. Donc, le fait que l'adolescent soit moins impliqué dans la vie familiale, qu'il ait besoin de moments où il est seul, où il est avec ses pairs, bien, c'est tout à fait normatif dans son développement, puis il faut encourager aussi ces comportements de détachement-là. Donc, le système d'attachement fonctionne comme il l'a toujours fait, mais avec un équilibre qui est différent entre les comportements d'attachement et les comportements d'exploration. Donc, l'adolescence devrait vraiment être une période où le système comportemental d'exploration est au premier plan, où c'est le système qui est le plus souvent activé. Et dans cette perspective-là, bien, c'est certain qu'un attachement sécurisant avec le parent bien, va favoriser cette exploration-là. Et donc, va favoriser son développement, va favoriser son autonomie. À l'inverse, si l'attachement est insécure, bien, ça va être susceptible d'entraver la recherche d'autonomie de l'adolescent et ses tentatives de se détacher tranquillement de ce noyau-là pour explorer son environnement. Donc, à l'adolescence, ce qu'on veut, en fait, c'est que le système d'exploration soit hautement activé pour permettre au sujet de développer ses compétences physiques, ses compétences intellectuelles, ses compétences sociales, et au-delà pour qu'il puisse aussi nouer de nouvelles relations parce que l'adolescent a besoin de ces nouvelles relations-là, autant dans ses relations avec les amis, dans ses relations avec les enseignants, avec son entraîneur sportif. Donc, le fait qu'on ait une relation d'attachement qui était sécurisante, bien, ça donne à l'adolescent vraiment les outils pour prendre son envol puis vraiment créer ces nouvelles relations-là. Donc, la construction de l'autonomie de l'adolescent va reposer en grande partie sur l'activation de ce système d'exploration-là, qui peut être optimal uniquement si le système d'attachement est désactivé. Donc, Marx aussi qui partage, très difficile dans le contexte, effectivement, puis il faut essayer de trouver des moyens pour amener les adolescents à demeurer en contact avec leurs amis et tout ça, ce qui est effectivement dans le contexte actuel très difficile à faire. Donc, les parents ils jonglent avec quelque chose de pas facile actuellement. Donc, il faut les accompagner un peu là-dedans. Puis, espérons-le, on va revenir éventuellement à un contexte beaucoup plus normal. Donc, l'autonomie de l'adolescent ne va pas se développer dans l'isolement, mais plutôt dans le contexte d'une relation toujours proche et toujours possible avec les parents quand ils demandent, mais qui lui permet d'explorer son environnement puis de créer de nouvelles relations. Donc, les comportements d'attachement de l'adolescent vont s'exprimer un peu différemment que les comportements d'attachement du jeune enfant. Donc, le tout petit, l'enfant de 2-3 ans, quand il doit activer son système d'attachement, quand il sent qu'il n'est pas tout à fait en sécurité, quand il a besoin de réconfort, quand il a besoin d'être assuré, bien, il va rechercher la proximité physique avec le parent. Il va chercher dans la pièce le parent, il va utiliser ses comportements d'approche pour vraiment créer une proximité physique avec le parent, puis c'est là qu'il va se sentir en sécurité. L'adolescent, bien, ses comportements d'attachement peuvent se traduire par la voie de la communication avec les figures d'attachement. Donc, il n'y a plus nécessairement besoin de cette proximité physique-là. Donc, souvent, un échange verbal, un texto même, un appel va être suffisant pour procurer à l'adolescent le réconfort dont il a besoin pour désactiver son système d'attachement puis éventuellement réactiver son système d'exploration. Les comportements d'exploration de l'adolescent, maintenant, vont se traduire par, oui, l'exploration de son environnement physique comme à la petite enfance, mais aussi, surtout, par l'exploration des nouveaux rôles sociaux qu'il a à jouer dans son quotidien, des nouvelles relations qu'il établit avec
différents pairs, différentes personnes dans son environnement. L'exploration de la sexualité, apprendre à se connaître soi-même, apprendre à connaître son corps, développer aussi le lien qu'on a avec nos émotions, comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Donc, l'exploration de l'adolescent ne se fait pas juste à travers « OK, j'explore l'environnement physique qui m'entoure », mais beaucoup à travers l'exploration de ces nouvelles réalités-là auxquelles il est exposé. Donc, globalement, l'attachement à l'adolescence va se distinguer de celui de l'enfance par 3 caractéristiques principales. Donc, comme on le disait, au niveau de l'exploration, c'est certain que ça va être différent et c'est probablement là que se situe la principale différence. Donc, l'exploration de l'adolescent va se traduire davantage là, par un besoin d'indépendance au plan émotif, au plan cognitif, alors qu'à l'enfance, l'exploration faisait surtout référence au désir de l'enfant d'explorer son environnement physique en présence du parent. Il y a une différence importante aussi au niveau de la réciprocité des relations. Donc, les relations d'attachement à l'adolescence, éventuellement à l'âge adulte, vont distinguer de celles de l'enfance parce qu'elles sont plus réciproques. Donc, l'adolescent, de par le développement cognitif qu'il a acquis au fil du temps, va être en mesure de mieux comprendre quels sont les besoins de mes parents dans cette relation-là, puis sans tenter de répondre aux besoins du parent, parce que là, on serait vraiment dans un inversement de rôle qu'on ne souhaite pas nécessairement, mais va être capable d'être plus sensible, puis de moduler un peu ses comportements en fonction des besoins aussi de son parent. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'adolescent va développer des relations d'attachement avec d'autres figures, par exemple avec ses pairs, on va y revenir tantôt, mais ces relations-là, elles sont beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus réciproques. Donc, ce sont des relations qui sont un peu différentes que celles vécues à la petite enfance. Et finalement, au plan de la nature de la relation, la relation d'attachement va passer d'une relation qui est observable à travers des interactions directes entre l'enfant et son parent, par exemple en remarquant comment l'enfant réagit lors de la séparation avec le parent, lors de la réunion avec le parent, à une relation qui est beaucoup plus basée sur des représentations mentales, des croyances, des attentes, où le sentiment de sécurité de l'adolescent devient central. Donc, c'est vraiment dans quelle mesure est-ce que l'adolescent est capable de se référer à ces schèmes-là, ces représentations-là pour dire « oui, je me sens en sécurité » sans que le parent soit nécessairement à côté de lui en train de le rassurer. Au cours de cette période-là, les pairs vont devenir, PAIRS, vont devenir de plus en plus importants dans la vie de l'adolescent. Donc, durant cette période développementale-là, les pairs vont devenir des figures d'attachement et vont jouer en fait certaines fonctions d'attachement qui étaient jusque-là assumées par les parents. Donc, la poussée vers l'autonomie, le fait que l'adolescent veut devenir indépendant, veut devenir autonome, va créer une forte incitation pour utiliser les pairs comme figure d'attachement. Parce que pour être capable d'être un peu loin de mes parents, d'explorer mon environnement, de gagner en autonomie, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui satisfait dans mon quotidien ce besoin-là d'être assuré. Parce que les besoins d'attachement, ils ne disparaissent pas, mais ils vont être progressivement et partiellement transférés dans les relations avec les pairs. Donc, les parents peuvent avoir parfois l'impression « Hey, mon adolescent, il ne se tourne plus vers moi pour obtenir des conseils sur X, Y, Z », mais sachez qu'il le fait probablement avec ses pairs puis que c'est, encore une fois, une étape qui est tout à fait normale, tout à fait saine dans le développement de l'adolescent. Donc, les pairs vont jouer 2 grandes fonctions qui sont essentielles au développement de l'adolescent. Donc, ils vont lui apporter du soutien, donc du réconfort, du soutien, et va aussi l'accompagner dans l'expérimentation de toutes sortes de situations, toutes sortes de nouvelles situations. Et les pairs vont jouer à ce moment-là un rôle qui est vraiment hyper important pour ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant là, pour la distinction entre l'attachement à la petite enfance, l'attachement à l'adolescence? N'hésitez pas là, à utiliser le chat s'il y a des demandes de précision ou des choses qui sont moins claires. Il n'y a pas de problème. Donc, parfait. Donc, ce qu'on sait, c'est que durant cette période développementale-là, les rôles des parents et les rôles des pairs, ça va vraiment être des rôles qui sont complémentaires. Actuellement, dans la littérature scientifique, il n'y a pas nécessairement là, de consensus à savoir si les pairs demeurent. Comment savoir dans quel type d'attachement se loge un adolescent? On va y revenir, Mira, dans les prochaines diapositives là, pour voir qu'est-ce qui distingue un adolescent sécure versus insécure.
Donc, ce que je disais, en fait, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de consensus actuellement à savoir est-ce que c'est les parents qui demeurent les figures d'attachement principales ou si c'est les pères. Donc, il y a vraiment des divergences d'opinion à ce sujet-là actuellement dans la littérature, mais de plus en plus, ce qu'on se rend compte, là, on s'en va vers un consensus partiel, du moins, c'est que parmi les adolescents qui ont un attachement sécurisant avec leurs parents, mais la grande majorité d'entre eux vont désigner leurs parents comme figure d'attachement principale, même à l'adolescence, alors que chez les adolescents qui auraient un attachement insécure, plus détaché, plus distant, bien, souvent, ils vont nommer un ami ou un membre de la fratrie comme figure d'attachement principale. Donc, chez les adolescents qui ont un attachement sécurisant avec leurs parents, ce qu'on montre de plus en plus dans les études, c'est que les parents demeurent la figure d'attachement principale de l'adolescent. Les parents et les pères dans cette situation-là, dans cette période développementale-là, vont être utilisés différemment par l'adolescent. Donc, souvent, les parents vont être surtout sollicités pour accompagner l'adolescent dans ses choix, dans sa prise de décision, notamment en ce qui a trait à son éducation, donc son choix de carrière, les décisions qui ont des incidences à plus long terme dans la vie de l'adolescent ou des décisions qui impliquent vraiment une notion de valeur, donc de valeur familiale, de valeur qui lui a été transmise là, par ses parents. Donc, il va avoir tendance à se tourner vers ses parents dans ces contextes particuliers-là, alors que les pères vont être surtout sollicités comme source de réconfort, de soutien émotionnel. Quand l'adolescent vit quelque chose qui vient le chercher au plan émotionnel, va surtout se tourner vers ses pères pour avoir du réconfort, du soutien à ce niveau-là. Et c'est vers les pères qui vont se tourner aussi pour obtenir des conseils dans le domaine des relations interpersonnelles, des conflits émotionnels. Donc, les pères, durant cette période développementale-là, vont vraiment fournir à l'adolescent des rétroactions par rapport à ses comportements sociaux. Et ces pères-là vont vraiment devenir une source d'influence et d'information qui est hyper importante pour l'adolescent. Donc, comment on fait pour savoir si un adolescent est sécure ou insécure? Donc, je vous partage quelques manifestations de cette sécurité-là ou de cette insécurité-là, puis on reviendra, si on a le temps, là, aux principales mesures utilisées pour mesurer la qualité des relations d'attachement. Donc, l'adolescent qui entretient une relation d'attachement qu'on va qualifier de sécurisante avec ses parents va rechercher l'autonomie, donc va avoir ce désir-là d'indépendance, mais il va continuer d'accorder une importance particulière et importante à la relation d'attachement qu'il entretient avec ses parents. Donc, il va vraiment utiliser cette relation d'attachement-là comme base pour explorer les autres relations sociales dans lesquelles il va connaître généralement beaucoup de succès. Donc, ça va être facile pour lui d'établir des relations là, significatives avec les membres de son entourage, autant avec, comme je le disais tantôt, ses pairs, éventuellement un partenaire amoureux, les enseignants, les entraîneurs sportifs. Donc, l'adolescent qui a un attachement sécurisant avec son parent, il va être capable de se référer à ses souvenirs d'attachement de manière assez fluide, de manière assez facile. Il va être capable aussi d'utiliser des stratégies de régulation émotionnelle, notamment quand il est séparé de son parent qui n'a pas accès, il va être capable d'utiliser des stratégies efficaces de régulation. Il va être capable aussi de maintenir des relations positives avec ses figures parentales, avec son père, avec sa mère, malgré tout ce qui se passe à l'adolescence, les nouveaux défis auxquels il est exposé et tout ça. Donc, il va être capable de maintenir cette relation-là assez positive. Et finalement, il va être capable d'opérer une transformation au plan de ses relations, de transférer ce qu'il a appris dans ses relations d'attachement avec ses parents, dans ses relations avec ses pairs, avec son partenaire amoureux, pour que ce soit fluide, pour que ce soit fonctionnel, pour que les relations qu'il établit avec les autres personnes soient positives. Donc, l'adolescent insécure maintenant, j'ai envie de vous demander, selon votre expérience, comment se manifeste l'insécurité d'attachement chez les adolescents. Donc, sans parler là, des deux types d'attachement insécure, là, vraiment juste au sens large, l'insécurité d'attachement, est-ce qu'il y a des choses que vous remarquez dans votre pratique qui vous met la puce à l'oreille à vous dire « Ah, d'après moi, il y a des enjeux, cet adolescent-là, au plan de l'attachement. » Je vous laisse une petite minute peut-être pour partager via le chat. Très peu d'amis, contester l'autorité, relation amoureuse qui est fusionnelle, difficulté à lier de manière juste les situations, à lire de manière juste les situations sociales, isolement, peu de réseau, opposition, refus de se laisser aider par l'adulte.
aucune confiance envers ses parents, colérique, refus de se confier. Donc, effectivement, l'insécurité d'attachement peut vraiment se manifester de manière très diverse d'un adolescent à l'autre. Coller sur ses parents aussi, très intéressant, effectivement, on va y revenir. Refus scolaire, intimidateur, intéressant. Donc, en fait, là, les adolescents qui ont un attachement qui est insécurisant vont avoir généralement une image d'eux-mêmes qui est assez négative et qui vont avoir une incertitude là, par rapport à la capacité d'être aimé. Ce que ça va faire, c'est que ça va se traduire par un évitement de l'intimité ou la mise à distance des gens. Tantôt, il y avait quelqu'un qui partageait le refus d'être aidé par l'adulte. Ça peut effectivement être un signe d'insécurité d'attachement. Le fait qu'il ne mérite pas d'être aimé, qu'il ne mérite pas d'être aidé, mais aussi que la personne n'est pas outillée pour bien comprendre ses besoins puis bien répondre à ces besoins-là. À l'inverse, il peut y aussi y avoir une grande dépendance. Donc, des adolescents qui sont collés sur leurs parents. Julie Leroux qui partageait, là, ça peut aussi effectivement être un signe d'attachement insécurisant. Donc, des adolescents qui doivent toujours rester à proximité du parent puis qui ne sont pas capables d'aller chercher cette sécurité-là nécessaire à explorer leur environnement puis gagner en autonomie. On va pouvoir observer aussi la peur de l'abandon. Émilie, c'est vraiment hyper intéressant aussi. Donc, ils vont parfois provoquer dans une certaine mesure le rejet parce qu'ils ont tellement le sentiment qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour être aimés puis que les gens, il n'y a pas confiance en fait en autrui non plus. Donc, ils vont parfois mettre les gens à distance, hostilité, des comportements autodestructeurs aussi. Ça peut être signe d'attachement insécurisant. Des difficultés sur le plan des compétences sociales, certains symptômes anxieux aussi. C'est certain que ces manifestations-là peuvent aussi être des manifestations d'autres problématiques, mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille à savoir là, que l'adolescent peut-être vit un certain niveau là, d'insécurité dans ses relations d'attachement avec ses parents ou avec ses pairs. Donc, ces manifestations-là vont s'expliquer, entre autres, par les modèles internes opérants ou les modèles opérationnels internes. Là, les deux termes sont utilisés en français. Si vous faites des lectures en anglais, c'est quand on parle de Internal Working Model. Donc, de par ses expériences relationnelles, principalement avec ses premières figures d'attachement, donc avec son père, avec sa mère, l'enfant va développer des modèles internes opérants qu'on appelle. Donc, c'est vraiment à travers la relation qui s'est établie avec sa mère, son père, dans la capacité de ces figures-là à répondre à ses besoins de manière cohérente, de manière contingente, de manière sensible, bien, ça va l'amener à développer un modèle de soi et un modèle d'autrui. Donc, quand on parle du modèle de soi, bien, c'est l'image qu'il se fait de lui-même comme une personne plus ou moins apte à être aimée. Et la représentation qu'il se fait d'autrui, c'est la perception qu'il a des autres comme étant plus ou moins attentif, sensible à ses besoins. Donc, les modèles internes opérants que l'adolescent se forme. Je n'ai pas plus de... Pardon? Ça va? Est-ce qu'il y avait une question? Donc, les modèles internes opérants que l'adolescent va se développer de lui-même et d'autrui, bien, vont affecter la perception qu'il a de lui, la perception qu'il a des autres, mais aussi les relations qu'il entretient avec les autres, parce que la manière dont je me perçois, la manière dont je perçois l'autre va venir influencer de manière importante. Ça va être quoi, moi, mes comportements quand je vais être dans des contextes relationnels. Donc, ça va vraiment guider l'adolescent dans sa manière de se percevoir puis de se conduire dans ces relations interpersonnelles-là. Donc, si on avait un peu une cible d'intervention, puis il reviendra tantôt, mais il faut travailler un peu à déconstruire ces représentations mentales-là que s'est fait l'adolescent de lui-même et des autres, parce que tant que ces modèles internes opérationnels sont négatifs, si on veut, à son endroit puis à l'endroit d'autrui, bien, ça va être difficile pour lui de tisser des liens qui sont positifs, avoir confiance en l'autre et tout ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions à partager dans le chat. Donc, j'arrive à mes travaux, en fait, de thèse. Là. Ça m'a amené à me poser la question, OK, mais on sait que l'attachement à l'adolescence, c'est important, ça a des impacts importants sur l'adaptation de l'adolescent, mais quels sont les facteurs associés à la qualité de ces relations d'attachement-là aux parents et aux pairs? Donc, évidemment, les expériences qu'a vécues l'adolescent pendant l'enfance ont une influence importante.
Par contre, ce que les études nous montrent, puis il y a quand même un consensus assez grand là-dessus, c'est que la stabilité observée entre la qualité des relations d'attachement de l'enfant et de l'adolescent est que modérée. Donc, il y a des choses qui se passent vers la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, qui expliquent l'insécurité d'attachement dans une certaine mesure, au-delà des expériences vécues par le nourrisson avec son parent. Donc, ça m'a amené à réaliser 2 études sur cette question-là dans le cadre de mes études doctorales. Donc, je me suis intéressée aux principaux facteurs associés à la qualité des relations d'attachement aux parents, mais aussi aux pères. Donc, rapidement, là, je vous épargne pas mal les informations plus méthodologiques, mais s'il y en a qui ont un intérêt, vous verrez à la fin de la présentation mon courriel lié. Là, vous pourrez me solliciter au besoin. J'ai utilisé un échantillon qui provenait d'une étude longitudinale plus large qui est menée là, au département de psychoéducation par Derry et ses collaborateurs. Et c'est un échantillon qui est composé à 50% de participants recrutés en raison de la présence de problèmes de comportement qui nécessitent des services en milieu scolaire. Donc, c'est un échantillon mi-populationnel, mi-clinique, là, si on veut. Donc, les caractéristiques de l'échantillon, rapidement, c'est 706 adolescents qui ont été utilisés là, lors des analyses, donc 46,9% étaient des filles, et ils étaient âgés au premier temps de mesure en moyenne 11 ans et 13 ans au deuxième temps de mesure. Dans le cadre de cette étude-là, on a utilisé l'inventaire d'attachement aux parents et aux pères comme mesure d'attachement, puis on y reviendra après là, sur les principales mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil-là, c'est un questionnaire qui est auto-rapporté et qui demande à l'adolescent sa perception de la qualité des relations qu'il entretient avec ses parents et avec ses pairs, autant au plan du niveau de communication, du niveau de confiance, puis des sentiments plus négatifs qui sont vécus à travers cette relation-là. Donc, 2 études ont été menées, une première sur l'attachement aux parents et une seconde sur l'attachement aux pères. Ce qui est intéressant avec ces études-là, c'est qu'on a été en mesure d'intégrer dans un seul et même modèle plusieurs facteurs potentiels et il y en a certains qui ont été identifiés comme étant significativement associés à la qualité des relations d'attachement. Donc, il y avait beaucoup plus de variables qui étaient intégrées au modèle que celles qui apparaissent là. Celles que vous voyez à l'écran, là, c'est vraiment les relations qui ont été montrées comme étant significativement associées à la qualité des relations d'attachement. Donc, on a utilisé un indicateur là, de la relation parent-adolescent problématique initiale pour un peu contrôler ce qui venait de ce qui s'était passé avant. Et ce qu'on a montré, en fait, c'est que l'âge de l'adolescent était associé, la qualité des relations d'attachement au père, puis vous verrez que c'est la même chose pour l'attachement au père aussi. Là, les 2 types de relations d'attachement sont fortement liés. Le fait que les parents adoptent une discipline qui est inconstante auprès des adolescents contribue à l'insécurité d'attachement. L'historique d'abus émotionnels aussi, c'était un indicateur qui était assez fortement là, associé à la qualité des relations d'attachement, la présence de problèmes extériorisés. Et étonnamment, ce que cette étude-là a montré, c'est que les jeunes qui avaient des problèmes intériorisés, donc un profil plus anxieux, plus dépressif, avaient des relations d'attachement qui étaient de meilleure qualité. Donc, ça venait un peu à l'encontre de ce qu'on avait observé là, dans les écrits antérieurs. Par contre, si je reviens au type de mesure qui a été utilisé, qui est vraiment une perception de l'adolescent de sa relation avec son père, sa mère, on peut penser que les adolescents plus anxieux sont effectivement plus fusionnels avec leurs parents, ont plus de difficultés à faire ce détachement-là, ce qui pourrait expliquer pourquoi, dans notre échantillon, on observe que ces jeunes-là, en contrôlant pour toutes les autres variables, ont des relations d'attachement qui vont qualifier de meilleure qualité. Donc, ils perçoivent la qualité de la relation qu'ils ont avec leurs parents comme étant bonne. Puis il y a différentes hypothèses là, pour expliquer ça, mais là, le temps est compté. Donc, je vous laisse réfléchir un peu sur qu'est-ce qui peut faire en sorte que les adolescents plus anxieux perçoivent la relation avec leurs parents comme étant positive. Au niveau des facteurs qui ont été démontrés comme étant associés à l'attachement au père, on retrouve les problèmes intériorisés, mais cette fois-ci qui sont négativement associés. Donc, les enfants plus anxieux, sentiments plus dépressifs ont des relations avec les pères qui sont de moins bonne qualité. L'âge, encore une fois, est venu jouer, mais comme pour les problèmes intériorisés, là, la relation elle est différente avec les parents et les pères. Donc, avec les parents, plus l'adolescent vieillit, moins la relation elle est bonne avec les parents. Et chez les pères, on observe le contraire. Donc, plus l'adolescent vieillit, plus il rapporte entretenir des relations de qualité avec ses pères.
La relation enseignant-élève aussi, qui a été démontrée comme étant associée à la qualité de relation d'attachement au père, les expériences de rejet social et finalement l'attachement aux parents, qui est encore une fois fortement lié. Donc, j'ai une question au niveau de l'abus émotionnel. C'est tout l'historique d'abus plus psychologique, là. Donc, le fait, par exemple, de se faire un peu contrôler par ses parents, le fait d'avoir été intimidé par le parent, ce genre de trucs-là. Aliénation parentale. Peut-être préciser quelle est votre question, Mira, s'il vous plaît. Donc, ces facteurs-là associés à la qualité des relations d'attachement, bien, pour les intervenants, c'est quelque chose d'intéressant à savoir parce que ça vient un peu pister quels sont les meilleurs facteurs. Ah oui, effectivement, ça pourrait rentrer là, dans l'historique d'abus émotionnel. Donc, ça vient un peu vous pister sur quels sont les éléments que je pourrais travailler avec l'adolescent pour favoriser une relation qui est de meilleure qualité, mais on y reviendra là, dans la section sur les pistes de solutions. Donc, je vois le temps qui file. J'avais 2 petites diapos très courtes là, sur un construit, plusieurs mesures, mais ce que je souhaite vous dire par rapport à ça, c'est qu'actuellement, il n'y a pas nécessairement de consensus sur c'est quoi la meilleure méthode à utiliser à l'adolescence. Il n'y a aucune mesure qui, pour l'instant, atteint là, ce qu'on appelle les gold standards, là, donc qui est vraiment très efficace pour mesurer la qualité des relations d'attachement à l'adolescence, alors qu'à l'enfance puis à l'âge adulte, c'est assez clair les mesures qu'on devrait utiliser là, qui ont démontré les meilleures propriétés psychométriques, par exemple. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici de méthodes d'évaluation qui peuvent être utilisées là, auprès des adolescents. Donc, entre autres, les questionnaires auto-rapportés, les entrevues ou des mesures observationnelles. C'est certain que dans une pratique courante d'un psychoéducateur, un travailleur social, un psychologue en milieu scolaire, en CCIUS, les questionnaires ont l'avantage d'être faciles à administrer, très rapides à côté, mais il y a quand même des enjeux au niveau de la qualité, là, au niveau des propriétés psychométriques de ces outils-là. Par contre, je vous ai mis quelques exemples d'outils qui ont des propriétés psychométriques qui sont acceptables, donc l'inventaire d'attachement aux parents et aux pères, la security scale, l'attachment style, questionnaire. Donc, c'est des exemples d'outils là, qui peuvent être utilisés au plan clinique. Sinon, au niveau des entrevues, l'entrevue d'attachement adulte peut être utilisée auprès des adolescents. Donc, il y a la Child Attachment Interview qui a été, qui découle en fait vraiment de l'attachement adulte, l'entrevue d'attachement adulte, pardon. Et il y a une recension des écrits assez récente là, qui a montré que l'entrevue constituait une méthode qui était valide pour évaluer l'attachement à l'adolescence, mais évidemment, ça prend une formation là, pour mener cette entrevue-là puis être capable de la coder de manière efficace. Donc, c'était mon petit topo sur les mesures. Et finalement, j'arrive aux pistes de solutions. Donc, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a relativement peu de programmes qui sont disponibles pour la clientèle adolescente. Il y a différentes hypothèses qui sont avancées pour expliquer pourquoi il y a aussi peu de programmes de proposés là, pour notre clientèle adolescente. La première hypothèse, c'est qu'il y a un consensus, encore une fois, assez partagé sur l'idée qu'une intervention précoce est généralement plus efficace. Donc, il y a plusieurs efforts qui ont été mis davantage en prévention, en élaborant des programmes d'intervention pour les plus petits quand on parle d'attachement. Et une autre hypothèse qui est avancée aussi, c'est qu'on a longtemps pensé qu'il était plus difficile de modifier les pensées, les émotions, les comportements des adolescents, d'où la raison pour laquelle on a mis davantage d'énergie à développer des programmes pour les petits. Pourtant, il y a des études récentes qui ont montré que les modèles internes opérants dont on a parlé tantôt sont plus malléables que ce qu'on aurait pu penser et qu'il est possible d'entraîner un changement là, au niveau de la qualité des relations d'attachement. Donc, c'est possible comme intervenant de travailler à faire en sorte que cette relation-là avec les parents, avec les amis, devienne plus positive, plus sécurisante pour l'adolescent. Donc, je vous propose un peu en rafale certaines pistes de solutions qu'on peut adresser avec les personnes avec qui on travaille quand il y a des enjeux au niveau de l'attachement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des pistes de solutions qui s'adresseraient nécessairement, par exemple, à des adolescents qui auraient un trouble de l'attachement. Donc, il y a une distinction très importante à faire entre le trouble d'attachement et l'attachement insécurisant. Puis là, on parle vraiment plus des adolescents là, qui auraient un attachement insécurisant, par exemple, avec leurs parents et avec leur père.
Donc, c'est des pistes de solutions qui peuvent servir là, pour améliorer les relations d'attachement entre l'adolescent et son parent ou encore entre l'adolescent et ses pairs. Donc, j'ai divisé ça en 3 catégories. Donc, d'abord, il y a des choses qu'on peut faire auprès des parents. Il y a beaucoup de programmes d'intervention, en fait, beaucoup. C'est pas vrai, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a peu de programmes, mais la majorité des programmes qui ont vraiment comme cible principale la qualité des relations d'attachement vont travailler beaucoup avec les parents. Donc, c'est une avenue qui est super intéressante parce qu'effectivement, les parents sont très impliqués, mais on verra pourquoi c'est aussi important d'impliquer les adolescents. Donc, auprès des parents, une des choses qu'on peut faire comme intervenant, qui est un peu à la base de tout ça, c'est faire de l'éducation sur la période développementale de l'adolescence. Donc, il faut accompagner le parent dans l'acceptation que l'adolescent se détache tranquillement et que ce soit un processus d'autonomisation qui est tout à fait sain, tout à fait indiqué. Puis c'est ça qu'on veut finalement, que l'adolescent se détache tranquillement puis transpose dans d'autres types de relations certaines des fonctions d'attachement. Puis parfois, pour les parents, c'est difficile d'accepter ça. Donc, on va chercher à les garder le plus près possible de nous. Puis ce n'est pas nécessairement de cette façon-là que l'adolescent va se développer le mieux. On peut aussi travailler à développer la sensibilité parentale, améliorer les pratiques éducatives, donc la discipline constante, un peu les éléments de base qu'on apprend quand on étudie en relation d'aide. La supervision parentale, donc superviser assez, mais pas trop. C'est difficile pour les parents à trouver cet équilibre-là au niveau de la supervision à l'adolescence. Amener les parents à s'intéresser aussi réellement à l'adolescent. Intéressez-vous à ce qu'il fait, parlez-lui de ses intérêts. Puis ce que ça permet de faire, c'est de garder les canaux de communication les plus ouverts possibles. Puis on verra tantôt dans la section sur les dyades, ce qu'on veut, c'est rétablir si ces canaux-là sont brisés, mais surtout maintenir ces canaux de communication-là ouverts et efficaces. Cultiver la bienveillance, donc autant la bienveillance envers nos adolescents qu'envers soi comme parents. Donc, c'est important de se respecter mutuellement, mais aussi d'être bienveillant envers soi puis de dire qu'on est en apprentissage puis que c'est correct puis qu'on va en faire des erreurs puis que c'est possible de les récupérer aussi. Je vous ai mis une référence ici d'un programme prometteur qui est le Connect Program, qui est vraiment un programme qui est en évaluation actuellement puis qui a démontré des effets positifs pour travailler les relations d'attachement parents-adolescents. Donc, je vous invite à aller consulter le site Internet si vous en avez un intérêt. Ensuite, comme je le disais, il y a plusieurs programmes qui proposent vraiment de travailler uniquement avec les parents, mais ce que je pense, puis ce que la littérature nous montre aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire directement avec les adolescents. Donc, le premier point, puis s'il y avait une chose que vous deviez retenir du webinaire de ce midi, l'importance de la relation thérapeutique, c'est toujours important, puis j'imagine que je n'ai pas à vous convaincre, mais dans un contexte où on travaille avec des adolescents qui ont des fragilités au plan des relations d'attachement, c'est hyper important. Donc, l'expérience relationnelle que l'adolescent va vivre avec son intervenant est vraiment une clé du changement au niveau de la relation d'attachement. Donc, cette nouvelle réalité-là, qui est un peu externe à ces schémas d'attachement, va pouvoir venir jouer sur ces modèles internes opérants. Donc, on est capable de venir modifier la perception que l'adolescent a développée de lui-même et la perception qu'il a des autres à travers cette relation thérapeutique-là. Donc, c'est essentiel de vraiment travailler très fort à établir une relation thérapeutique qui est sécurisante, qui est saine, qui est axée sur la confiance. Pardon. Donc, dans le travail qu'on fait avec les adolescents, on devrait vraiment mettre beaucoup d'emphase, beaucoup l'accent sur la relation avec le thérapeute et les représentations que l'adolescent a de lui et des autres. On peut venir aussi travailler les perceptions de l'adolescent. Donc, est-ce qu'il y aurait une façon autre de voir les situations que tu as vécues par le passé, par exemple? Puis, c'est certain que les études que j'ai réalisées dans le cadre de ma thèse ont montré que les problèmes de comportement, les compétences sociales, c'était des enjeux au niveau de la qualité des relations d'attachement aux parents et aux pairs. Donc, c'est certain qu'on a un travail à faire quand on a affaire à des adolescents qui ont des problèmes de comportement, des difficultés au plan des compétences sociales. Ça peut être des cibles d'intervention intéressantes qui vont venir éventuellement avoir un effet sur la qualité des relations d'attachement qu'il entretient dans son quotidien. Et finalement, auprès de la dyade, là, c'est vraiment des choses lancées un peu rapidement, mais faire un retour sur certains événements marquants. Donc, on sait que
l'histoire d'attachement de l'adolescent est très importante, puis va venir avoir un impact super important sur les modèles internes opérants qu'il s'est créé. Et parfois, ils sont associés à des lectures un peu erronées de situations qui ont eu lieu dans le passé. Donc, quand on travaille avec la dyade parent-enfant ou avec les pères aussi, mais c'est peut-être moins à propos, là, c'est surtout dans les relations avec les figures d'attachement parental, on peut revenir sur certains événements marquants que le parent identifie ou que l'adolescent identifie pour venir voir, est-ce qu'il y aurait une autre façon de voir cette situation-là? Tu l'as vu avec tes yeux d'enfant, tu l'as interprété d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tes yeux d'adolescent, tes yeux de jeune adulte, on peut venir changer un peu les schèmes qu'il y a autour de cette relation-là, de cet événement-là, pour venir changer, encore une fois, les modèles internes opérants de l'adolescent? Je m'excuse. Et finalement, travailler évidemment la communication, le niveau de confiance dans cette relation-là, c'est toujours des cibles d'intervention pertinentes dans le contexte là, de l'attachement à l'adolescence. Donc, c'est ce qui fait le tour de ce que j'avais à vous présenter ce midi. C'est